Je passe la parole maintenant à Claudie Axer, qui est maître de conférence en anthropologie. Elle me corrigera, mais je crois que mes informations sont exactes, à Brest. Oui, donc peut-être... Ah oui, c'est quoi le machin pour faire passer les diapos? D'accord. Donc peut-être qu'il faut que je vous dise que je suis pharmacien de premier diplôme et anthropologue, directeur donc là pour le moment du département SHS. Peut-être que c'est intéressant aussi que je vous dise qu'en tant qu'anthropologue et qui me donne accès à ce qui se passe en médecine, j'ai mené des projets de recherche interdisciplinaires avec des médecins généralistes autour des consommateurs de médicaments psychotropes et des médecins généralistes prescripteurs de médicaments psychotropes. Alors, ce que je vais... oui. Donc, je vais vous présenter ici deux choses. Je vais m'attacher à ce qui se passe du point de vue de l'enseignement obligatoire de SHS en médecine, c'est-à-dire donc cette fameuse UE7, santé, société et humanité. Je vous présenterai dans un premier temps donc la synthèse faite sur cet enseignement en PACES, faite dans le cadre donc du Collège des enseignants en sciences humaines et sociales par Laurent Vizier. C'est une enquête à peu près plus ou moins exhaustive et où je ne pourrai vous donner finalement que des données quantitatives. Et puis je m'attacherai donc à cette fameuse US7 en L2, L3 qui est censée donc présenter un enseignement intégré. Je vous montrerai ce qu'on a essayé de faire à Brest et j'essayerai d'analyser ce qui est fait dans d'autres universités de point de vue de cet enseignement intégré. Donc, qu'est-ce qui résulte là, pour le moment, en passage de cette fameuse UESS? Donc, le point de la situation donc, en 2011. Donc, c'est une enquête qui a été faite sur 34 facultés de médecine. Et ce qu'on peut vous présenter, c'est donc le poids de l'UE7 dans le concours. Donc, ça va être quantitatif, hein. Le volume d'enseignement dispensé, c'est-à-dire entre les CM et les TD, et l'organisation de l'épreuve de concours. Par contre, ce à quoi on n'a pas vraiment accès, on pourrait faire une enquête, c'est sur le contenu, je vous en reparlerai. Donc, le poids de l'UE7 dans le concours en médecine. On se rend compte que près de la moitié des facultés ont calqué le coefficient sur le nombre de CTS mentionnés dans le décret, en fait. Il y avait possibilité d'aménager, mais finalement, ce décret a valeur d'obligation. Donc, on avait 8 CTS sur 60, ce qui fait à peu près 13,13% des points du concours. Et grosso modo, les différentes facultés de médecine enquêtées se sont calées là-dessus. Il y en a un tiers qui ont proposé un tout petit peu plus et un cinquième un petit peu moins. Avec, pour celles qui ont présenté un petit peu moins, quelque chose qui ne rentre pas dans ces statistiques-là, qui sont des UE, disons, optionnels, un petit peu... qu'on n'a pas pu faire rentrer dans le calcul. Alors, le volume, ça nous donne en moyenne 64 heures CM avec une médiane de 63,8. C'est-à-dire que vous constatez qu'il y a une très faible dispersion et que c'est devenu une quasi-norme nationale. Donc, dans les variations possibles, finalement, tout le monde s'est recalé. L'écart à cette norme est très limité. Le pourcentage d'horaire est compris entre 60 et 76 heures. Du point de vue des TD, toutes les facs ont au moins un TD, enfin la moitié des facs ont au moins un TD. Il y en a, par exemple, la fac de Nantes, qui a beaucoup plus de TD, et c'est intéressant, là j'en connais le contenu, c'est des simulations autour de la communication médecin-malade. Alors, le contenu de ces enseignements, il est très difficile de faire le point sur le détail des contenus des cours à ce niveau-là, de généralité où on était.
parce que les énoncés ne sont pas toujours explicites, les modes de classement ne sont pas harmonisés. Il n'est pas toujours possible de faire la différence entre santé publique et SHS dans ces données que nous avons. Mais de ce point de vue, on constate que pratiquement partout, la santé publique est enseignée. Les sciences humaines et sociales, il est moins clair qu'elles soient enseignées de façon massive dans toutes les facultés. Bon. Et même lorsque la fameuse dénomination humanité apparaît, parfois elle est très biologique finalement, hein, c'est de l'anthropologie physique. Bon. Donc du point de vue des épreuves de concours, la durée moyenne du concours est de 2 heures. 30% des facultés proposent une épreuve qui est uniquement rédactionnelle. 70% font intervenir une part de l'épreuve sous forme de QCM, et on le comprend s'il y a beaucoup de santé publique, on peut faire passer la santé publique sous forme de QCM. L'épreuve a lieu massivement au second semestre, sauf à Angers, où on passe l'épreuve au premier semestre, mais la note est intégrée au deuxième semestre. Alors, je passe maintenant au L2, L3, avec un premier état des lieux sur la mise en place de cette UE7 dans les facultés de médecine. Et finalement, mon sondage ne va porter que sur les facultés dont des représentants font partie du bureau des SHS. Je suis désolée, on commence à faire l'enquête et je vous en présenterai peut-être une prochaine fois, une enquête plus exhaustive. Donc, je me suis attachée à une chose, qui est que ces UE7 en L2, L3 doivent s'intégrer dans les recommandations générales de cet enseignement en deuxième année et en troisième année de médecine, qui est d'intégrer les différentes disciplines dans l'enseignement. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous présenter. Donc, uniquement cette UE7 qui est devenue obligatoire par décret. Il est évident, et Catherine Rapry vous en parlera, que la plupart des facultés de médecine qui développent les sciences humaines et sociales proposent des UE optionnels, optionnels obligatoires, optionnels libres, etc. Donc, je ne vous parlerai pas de ça. Ça rentre dans les parcours M1 en sciences humaines et sociales dans les facs de médecine. Les objectifs généraux de cette UE7, vous voyez, c'était de proposer une introduction générale au SHS en médecine et avec une liste d'items. Et comme vous le constatez, dans cette liste d'items, effectivement, il était possible de présenter l'approche de différentes disciplines, item par item ou d'une autre façon. Donc, je vous présente en fait ce que nous avons essayé de faire à Brest, et puis nous essayerons du point de vue de cet enseignement intégré. Donc nos objectifs à Brest, nos objectifs pédagogiques, c'était de montrer que les problèmes de santé nécessitent un croisement d'analyses qui relèvent de disciplines diverses, non seulement biomédicales, c'est-à-dire des disciplines fondamentales cliniques de santé publique ou de médecine du travail, puisque c'était les différents recours que nous avions, mais aussi des sciences humaines et sociales, donc qui vont de la socio-anthropologie à la psychologie, à la philosophie et l'éthique. Et ce qu'on a essayé de trouver, c'était des exemples qui soient accessibles au niveau L2, L3, de cette articulation des regards croisés pluridisciplinaires. Donc l'objectif était bien de mettre en évidence les liens qui existent entre ces approches pour montrer aux étudiants en L2, L3 le type de collaboration qu'ils auront à établir plus tard dans leur pratique professionnelle. Et pour ce qui concerne les SHS, on voulait leur montrer en quoi l'une ou l'autre des approches est utile à leur réflexion en prenant en compte la spécificité de chacune de ces approches. Donc en faisant le lien entre ce qu'on leur avait déjà enseigné en L1, et à Brest, ils ont un enseignement qui va de l'histoire à la psychologie en L1, et ce qui sera développé ensuite par module, puisque les sciences humaines interviennent dans chacun des modules après en D4, enfin dans un grand nombre.
Donc je vous donne juste les différents exemples que l'on a trouvés. Donc on s'est dit que c'était intéressant d'accrocher les étudiants en médecine en partant des urgences. Bon, je vais vous dire ce qui est intéressant de croiser autour de ça, puis les greffes, puis la question de la maladie d'Alzheimer qui était déjà présentée l'année dernière. En L3, on parle des syndromes médicalement inexpliqués, et puis on a un autre module avec différents problèmes éthiques. Donc juste pour vous donner un exemple, pour les urgences par exemple. Alors, pour les urgences, on demande à un urgentiste, qui est Morgane Jaffrelot, de présenter son métier, puis ensuite on utilise un film que l'on a, qui est le parcours difficile d'une femme aux urgences, qui leur montre effectivement ce parcours-là et qui nous permet une introduction aux problématiques éthiques. Mais à la suite de ça, et accroché sur ces exemples-là, nous pouvons parler, Rémi Amouroux, psychologue, des mécanismes de défense, tant du point de vue des patients que du point de vue des soignants. En anthropologie ou en sociologie, je peux parler de la spécificité des services d'urgence du point de vue de, par exemple, la hiérarchie médicale, mais aussi de la spécificité du public en urgence, à partir de travaux qui ont été faits là-dessus. Et donc la spécificité du public en urgence, c'est-à-dire beaucoup de personnes précarisées, amène la santé publique à présenter un certain nombre de données. Et de la même façon, la médecine du travail peut s'accrocher en parlant de son rôle, des accidents du travail, etc. C'est pour vous donner un exemple. Nous faisons la même chose à propos de greffe, qui nous amène à parler du don et de la greffe, et nous pouvons parler de la même façon de la maladie d'Alzheimer. Donc vous voyez qu'à chaque fois nous avons un praticien qui présente aux étudiants en médecine la spécificité de la question, et à partir de ça, donc pour Alzheimer, nous avons un film de Jean-Pierre Vernant, qui est un grand helléniste, proche des ethnologues, et dont l'épouse a eu une maladie d'Alzheimer, et qui nous présente l'accompagnement de son épouse, mais évidemment qui nous parle d'un certain nombre de choses que l'anthropologue reconnaît tout à fait, qui est la personne relationnelle. En psychologie, on peut donc parler de mémoire de l'intelligence des tests, de mémoire de l'intelligence des tests et de l'évaluation. En santé publique, de l'organisation donc des structures qui prennent les malades d'Alzheimer, et en médecine du travail, du suivi de ses salariés. Donc, je passe évidemment sur les autres parce que je vois que je n'ai plus qu'une minute. Les modalités d'examen, c'est 2 heures rédactionnelles sur table. Il y a des études de cas, qui est une étude de cas à analyser. Donc, ce que j'ai cherché à retrouver, donc, chez mes collègues, c'est si les différentes facultés dont j'ai eu accès au programme, comment ils interprétaient cette question d'intégration des enseignements. Donc, par exemple, Amiens, je vois qu'effectivement, ils ont interprété ce croisement, si vous voulez, des approches à propos de thèmes qui étaient d'une première, les maladies, les malades, l'hôpital et le système de soins, en faisant se croiser différents intervenants, aussi bien philosophes que les différents praticiens intervenants que les psychologues, et pas trop en santé publique ou autre. Il faut que je me dépêche. Une petite conclusion. Donc, j'aurais eu différents comme ça exemples d'interprétation, si vous voulez, de l'intégration de cet enseignement, qui, la plupart du temps, effectivement, consiste à demander à différents intervenants en santé publique, en médecine du travail, en philosophie, en psychologie, de croiser, si vous voulez, leurs enseignements sur des thèmes précis. D'autres universités croisent plutôt des modules entiers et pas des croisements de regards à propos
à l'intérieur d'un seul module. Et pour un certain nombre de facultés, c'est un travail en cours qui est encore en négociation, disons.